Salut à toi, minimaliste. Tu es bien sur la chaîne du courant pour une écologie humaine et tu écoutes maintenant un podcast très spécial. C'est un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. On espère que toi aussi, tu voudras te mettre à agir à ton échelle après avoir écouté ça. Aujourd'hui, nous te proposons une discussion autour du livre de Feu Gilles Herrière-Dubreuil. Tu vas l'entendre dans cette discussion très riche, Gilles Herrière-Dubreuil était un personnage avec une vision de la vie et de notre époque tout à fait unique et inspirante. Il est mort en mars 2023 et son livre est paru 2 ans plus tard, en mars 2025. Ce livre est intitulé « Après les temps modernes, édifier ensemble le monde qui vient ». Et il offre une façon de penser l'avenir tout à fait originale. Alors commençons par une présentation des intervenants. Il y a donc Tugdual Derville, qui est une personnalité du monde associatif, qui est expert en bioéthique, et fondateur aussi d'Abras Ouverts, une association qui organise des séjours et des week-ends avec des jeunes porteurs de handicap. Concernant le sujet du jour, il faut savoir que Tugdual a préfacé ce livre dont nous allons parler, donc ce livre de Gilles Herrière-Dubreuil. Nous avons aussi aujourd'hui avec nous Gilles Le Cardinal, qui lui est professeur émérite en sciences de l'information et de la communication et qui a consacré sa carrière à développer des méthodes innovantes pour favoriser l'écoute, la confiance et la compréhension interpersonnelle. On peut dire de vous deux que vous êtes des amis de longue date de Gilles Herrière-Dubreuil et vous avez notamment collaboré avec lui de nombreuses années. Alors peut-être qu'on peut commencer par nous intéresser à l'auteur, Gilles Herrière-Dubreuil, avant d'aborder le fond du livre et donc du sujet. Je me tourne donc vers vous deux, Tugdual Derville et Gilles Le Cardinal. Quelle était donc la personnalité de Gilles Herrière-Dubreuil? Que pouvez-vous nous dire de lui? Nous nous connaissons depuis 1988. Ça fait un bail dans le cadre de l'Association européenne pour la modélisation de la complexité. Et c'est ça qui a fait qu'ensuite, Gilles a fait appel à moi pour participer à la mission européenne Ethos, dont on reparlera puisque c'est une partie du livre. Pour moi, Gilles est un homme libre, un homme responsable, compétent et qui a une palette d'intérêts qui va du extrêmement local, ses voisins de palier, ses amis proches, jusqu'au niveau international. Et à chacun de ces niveaux, il essaye d'appliquer sa réflexion, de lire, de s'informer avec une profondeur toujours impressionnante. Je rajouterais que Gilles avait pour chacun un mélange de confiance et d'exigence. Ça peut paraître un peu paradoxal. Confiance parce que pour lui, toute personne était appelée à faire de grandes, de belles choses et il s'intéressait beaucoup au chemin des personnes, à leur chemin de transformation. Exigence parce qu'il pouvait nous secouer quand on s'affadissait, quand on a l'impression de stagner. Donc il aimait beaucoup pousser les personnes dans leur retranchement pour qu'ils puissent vraiment s'accomplir. Il a quand même passé 6 mois malade et pendant ces 6 mois, sa personnalité s'est aussi totalement déployée et accomplie dans la fragilité. Il disait, je suis devenu fragile et il tenait beaucoup à transmettre justement ce regard qui s'était, on pourrait dire presque bonifié aussi dans cette fragilité, confirmant toutes ses intuitions précédentes. C'était très beau de voir ce chemin aussi, j'ai trouvé. Je voudrais juste rajouter une idée, c'est qu'il faisait constamment le lien entre la théorie et la pratique. Sa vie était une incarnation de sa pensée. Et ça, c'est quand même très rare. Parlons de ce livre, Après les temps modernes. Qu'est-ce qu'il a de révolutionnaire selon vous? Je n'ai jamais lu une analyse, un diagnostic sur la société moderne aussi puissant que dans ce livre. Il y a énormément de livres sur ce sujet, mais la caractéristique, c'est que au diagnostic qu'il fait de la modernité, en disant la modernité a apporté des choses formidables, et il ne s'agit pas de les renier, mais à côté de ces choses formidables apportées par la modernité, il y a eu des conséquences catastrophiques de la modernité. Et quand on dit ça, on est tout de suite rejeté en disant « mais non, on ne veut pas entendre les défauts de la modernité ». Et donc, son diagnostic est d'une précision intense, reliant les bienfaits de la modernité et ses défaillances à ce qu'il faudrait faire aujourd'hui.
Gilles aimait beaucoup les allégories. Moi, j'en ose une. Il nous prend un peu comme des chevreuils qui arriveraient dans une clairière. Et arriver dans la clairière, c'est qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Et Gilles posait souvent cette question. Qu'est-ce qui se passe ici? Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre époque? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Et ce livre nous conduit à prendre beaucoup de hauteur. Et ça a à la fois un effet consolateur pour moi, en tant que lecteur, consolateur parce que je comprends ce qui se passe. Et déjà, c'est tellement agréable de se dire, voilà, je comprends. Ben oui, c'est toutes ces absurdités, ça a une raison précise, ça a une cause, ça a des conséquences. On sait se situer, on se situe pour pouvoir avancer. C'est à la fois consolateur et puis très stimulant parce que Gilles nous pousse sans cesse à agir. Il n'est pas dans la déploration un peu stérile qui renvoie la responsabilité sur les autres. Il nous appelle à prendre notre part à la transformation de la société, estimant qu'on en est capable, à condition, bien sûr, qu'on rentre dans une réflexion, dans un regard qui épouse les choses de haut. Voilà. Ce livre nous fait monter assez haut sur les époques. Vous savez, il a choisi, il a d'ailleurs insisté sur le titre de ce livre, qui est une sorte d'hommage ou de prolongement du travail de Romano Guardini, qui avait écrit La fin des temps modernes. Donc Gilles affirme avec Guardini que les temps modernes sont terminés et que maintenant il faut construire l'après. Il ne faut pas simplement souffrir de toutes les conséquences dont nous souffrons, mais il faut bâtir l'après. Et ça, c'est vraiment passionnant. J'ai découvert aussi dans ce livre la cause profonde des méfaits à long terme de la modernité. Il y a une erreur anthropologique faite par la modernité. La modernité réduit l'homme à être soit un consommateur qui a besoin d'avoir des objets, de consommation, soit d'être un travailleur dont on exploite la force de travail, un être humain incapable d'altruisme, un être humain replié sur lui-même qui cherche à maximiser son bien-être. Et avec une telle anthropologie, on en conclut que c'est pas possible de coopérer parce que chacun est égoïste, c'est pas possible de gérer ensemble des situations difficiles et donc on va faire appel à des experts qui vont résoudre à notre place les problèmes. Ce qui est vraiment important là, c'est d'avoir une anthropologie qui fasse droit au caractère exceptionnel de l'être humain, ses dons exceptionnels et son besoin pour être ce qu'il est potentiellement, son besoin de relation. Relation avec les autres, relation avec la nature, relation avec Dieu. Parce que l'autre erreur, impasse de la modernité, c'est d'avoir tracé un trait sur le spirituel. Le spirituel n'existe pas, n'existe que ce qui est calculable. Ce qui n'est pas calculable n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse qu'à la partie gauche de notre cerveau, l'hémisphère gauche qui est un cerveau rationnel, qui a besoin de chiffres. Et puis, on annihile le cerveau droit, qui lui est quelqu'un qui accueille toutes les informations, qui les transforme en ressentis et qui cherche le sens de ce qu'on est en train de vivre. L'exemple que donne Gilles, pour rebondir sur ce que dit Gilles, c'est l'amour qui n'est pas calculable, donc qui, entre guillemets, dans une modernité absolutisée, n'existe plus. Et donc, effectivement, il nous relie à la fois à la nature, en contestant cette séparation abusive entre l'homme et le reste du vivant et le reste de la nature, et il nous appelle aussi à renouer avec l'esprit de finesse, avec l'intuition, avec la poésie, avec les dimensions spirituelles, sans lesquelles la raison s'étiole et devient déraisonnable. Il y a une sorte de boule de neige de calcul qui n'aboutit pas à une humanisation, mais au contraire à une déshumanisation. Il nous appelle à changer de regard sur ce que nous vivons de ce point de vue. Il y a aussi tout un aspect de réflexion sur les valeurs. La modernité a abouti finalement au triptyque liberté, égalité, fraternité, avec les droits de l'homme. Mais où sont passés les devoirs? La modernité a fait l'impasse sur les devoirs. Par conséquent, il va falloir repartir d'une nouvelle vision de la personne humaine en disant quelles sont les valeurs qui sont à vivre et qui sont à promouvoir dans la société. Il faut une éducation à la complexité, à la gestion des problèmes communs. Gilles Le Cardinal, vous avez vécu donc avec Gilles Herrère Dubreuil, cette fois-ci le projet Ethos, donc 10 ans après l'accident de Tchernobyl, de 1996 à 2001. Dans le cadre de ce projet européen qui est donc le projet Ethos,
avec d'autres universitaires, vous avez été sur les territoires biélorusses contaminés pour aider les populations locales à continuer à vivre sur ces territoires qu'elles ne souhaitaient ou ne pouvaient pas quitter. Ce projet Ethos est fondateur vraiment dans la vie de Gilles Hérière-Dubreuil. Que pouvez-vous nous en dire? En quoi ce projet éclaire-t-il la lecture de ce livre après les temps modernes? Une des propositions de solutions pour faire face à la complexité de notre monde, c'est l'enquête sociale. Gilles Hériard l'a trouvé chez Dewey, qui est un sociologue américain, qui propose une nouvelle façon de construire des représentations du monde pour qu'on arrive à coopérer durablement, ce que la modernité ne sait pas faire. La modernité ne sait pas faire des compromis, ne sait pas faire des coopérations durables. Eh bien, il faut arriver à construire une représentation acceptable par tout le monde, dont on va déduire des solutions qui vont donc être satisfaisantes, puisqu'elles proviennent d'une représentation commune. Alors, comment a-t-il procédé en Biélorussie? D'abord, c'était une équipe constituée de 4 équipes, en fait. Le CIPN, qui est une émanation du CEA, spécialiste de la radioactivité. Il y avait Mutadis Consultant, avec Gilles Hériard-Dubreuil à sa tête, qui est un peu spécialiste de la gestion des crises. Il y avait Henri Olagnon à l'agro, qui était pour les aspects agriculture et consommation. Et puis, il y avait nous, l'équipe de Compiègne, qui avons travaillé sur comment construire la confiance. Donc, ces 4 équipes ont apporté chacun leurs compétences. La première réunion a été de voir quelle était la finalité de notre mission. On a mis 3 heures à trouver cette finalité sur laquelle tout le monde signe. Nous allons en Biélorussie pour améliorer les conditions de vie des gens qui y vivent et qui y travaillent. Et toute intervention qui n'allait pas dans cette finalité était refusée. Et il y a eu des cas tout à fait importants où on a voulu aller dans un sens, faire une enquête sociologique sur les jeunes Biélorusses qui ne faisaient pas partie de cette finalité et qui ont été arrêtés. L'après-midi, il nous a dit, maintenant on va regarder nos objectifs. On dit, mais c'est la même chose. Ah non, non, vous avez chacun des objectifs différents. Vous savez combien d'objectifs on a trouvé? 80. 80 objectifs pour une finalité commune. Et parmi ces 80 finalités, il y en a qui étaient communes à tout le monde, des objectifs communs à tout le monde, des objectifs où seulement quelques-uns étaient d'accord, et des objectifs antagonistes. Et d'avoir vu cet éclairage sur la complexité de la situation, ça change tout dans notre approche. La deuxième chose, c'est de dire, nos interlocuteurs en Biélorussie seront les habitants, seront les agriculteurs, seront les mères de famille, seront les professeurs des écoles, parce que c'est eux les experts du territoire. Et la première mission a consisté à écouter ce qu'ils nous disaient de la situation. Et que nous disait-il de la situation? Le danger est partout, nous sommes fichus, il n'y a pas d'espoir, nous ne pouvons rien faire, nous sommes dans l'angoisse et l'inhibition de l'action. Nous ne savons pas quoi faire. Et là, la méthode de Gilles, ça a été de dire, on va construire ensemble une représentation. Où est le danger? Il n'est pas partout. Il y a des endroits sains chez vous et il y a des endroits contaminés. Et les endroits contaminés, c'est comme une peau de panthère avec des taches à droite, à gauche. Mettons-nous d'accord sur cette situation, où sont les dangers? Et ensuite, quelles sont vos peurs? En écoutant, on a vu qu'on allait créer 5 commissions pour répondre aux peurs. Comment donner du lait non contaminé à nos enfants à partir de la vache qui est chez nous, parce que dans ce village, chaque famille a une vache. Comment leur donner du lait propre et ne pas les remplir de contamination? Comment éduquer les enfants à bien vivre dans un environnement contaminé? Bien distinguer la contamination de l'air et la contamination des aliments. Les problèmes à 80% proviennent de la contamination des aliments. On peut se promener dans un endroit où il y a un bon niveau de radioactivité, mais pas dramatique, parce que là, effectivement, il faut évacuer. Mais ça, c'est seulement 20% des problèmes. 80% des problèmes, voilà. Ces commissions ont travaillé à bien définir où sont les dangers et dans un deuxième temps, comment on va faire face à ces dangers, quelles sont les propositions qu'on va faire. Un exemple. Une mère de famille nous dit « Comment je peux donner du lait pur à mon enfant ?» Alors d'abord on dit « Il faut qu'on sache quelle est la contamination que vous donnez à votre enfant. » Donc on prend un biberon, on le met dans le radiamètre et 1 litre de lait, 1000 becquerels. Un becquerel, c'est l'émission d'un rayon gamma toutes les secondes.
Donc, 1000 becquerels dans un litre de lait. Madame, vous donnez combien de litres de lait à votre enfant par jour? 6 biberons. Vous donnez 6000 becquerels. Savez-vous à combien on peut estimer le maximum pour un adulte de becquerels à ingérer? Ah non, je ne sais pas. Alors, il n'y a pas consensus international là-dessus, mais on s'est mis d'accord sur 50 becquerels par jour pour un adulte. Et vous donnez 6000 becquerels. Et là, Anna, elle se met à genoux, elle nous dit, aidez-moi à donner du lait pur à mon enfant. Alors, on nous dit, on est là pour ça. On n'a pas la solution tout de suite, mais avec vous, on va travailler et je vous assure que dans 2 ans, vous donnerez du lait pur à vos enfants. On a réuni 10 mères de famille qui avaient la même préoccupation et je vous assure qu'elles ont travaillé jusqu'à aller à l'Académie des sciences de Minsk, présenter une communication scientifique disant que si on donne du foin pur aux vaches, 2 jours après, leur lait est pur. Qui était une innovation absolument incroyable faite par Anna, la petite paysanne de Holmen. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette histoire de poésie, de chant portée par Gilles au sein de ses équipes? À 10 heures du soir, après une journée très très bien remplie de travail, d'interviews, d'animation, de commissions, Gilles réunissait tout le monde à l'hôtel où on était et là, nous faisions 1 heure de chant choral. Il avait une compétence de chef de chœur, mais il nous a appris à chanter. Moi, je ne savais pas du tout chanter à 4 voix. J'avais jamais fait ça, jamais fait ça. Et je peux vous assurer que ça donne une cohésion dans l'équipe qui fait que nous étions là pleinement. Nous étions là avec notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Nous étions là avec nos chants et avec notre analyse scientifique. Et ça, c'était quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors c'est pareil pour la peinture. Dès qu'il y avait une exposition, il était partant pour emmener toute l'équipe voir l'exposition, en particulier les icônes qui sont magnifiques en Biélorussie. Nous étions là, l'homme intégral. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette expérience apporte une lumière particulière sur ce livre de Gilles Herrière-Dubreuil? Il propose des solutions. Dans ce livre, des solutions qui dépassent Holmanie, qui sont absolument générales. Quand vous voulez intervenir dans une situation complexe, où les gens sont interdépendants, où ils n'ont pas encore l'expérience de la gestion du commun, comment faire? Eh bien, voilà, l'enquête sociale, c'est quelque chose qui va développer de façon importante au niveau théorique comme au niveau pratique. En entendant Gilles, je comprends mieux la passion que Gilles Herrière-Dubreuil a eue pour Lucien Kroll et son épouse Simone. Ce sont des architectes, enfin lui est architecte, elle est paysagiste, et ça illustre bien ce que vient de dire Gilles et qui nous aide aussi à voir comment réparer nos sociétés. Lucien Kroll, au lieu de casser les grandes barres qui étaient passées de mode et qui avaient prouvé qu'elles ne répondaient pas aux besoins fondamentaux de leurs habitants, a travaillé avec les habitants de ces grandes barres pour les réhabiliter, les transformer et regarder les cheminements qu'ils utilisaient pour les officialiser, leur faire réfléchir sur les œuvres d'art qu'ils voulaient y mettre. Et donc, ce travail entre un expert, un sachant, quelqu'un qui a un apport, mais qui écoute ceux qui vont bénéficier de son travail pour que ce soit eux qui l'orientent, parce que c'est eux qui vont vivre dans le lieu qui sera réhabilité et modifié, qui ne sera pas détruit et rasé, mais qui sera transformé. Et c'est bien ça qui nous est demandé de faire avec les époques successives. Nous héritons de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la modernité, et ce temps qui n'a pas encore reçu de nom, eh bien, il bénéficie de ces époques tout en les dépassant. Il y a 2 choses, moi, que je trouve passionnantes dans son travail, c'est qu'il nous incite chacun à une transformation. Et souvent une transformation à partir d'événements perturbateurs, comme il le disait. C'est-à-dire, nous sommes soumis à un événement qui, dans notre vie, nous fait basculer dans quelque chose qui pourrait nous écraser. Et à partir de cet événement-là, nous modifions notre regard sur le monde et nous modifions notre attitude vis-à-vis du monde en prenant nos responsabilités. Il donne l'exemple, et moi je trouve ça très touchant, parce que, sans le savoir, Gilles a fini son livre avant de tomber malade, et puis dans ces conversations que j'ai eues avec lui pendant les 6 mois qui ont suivi, il a confirmé son désir profond de nous laisser ce testament, cet héritage intellectuel. Et il parle dans son livre de 2 Japonais, notamment de Takashi Nagai, qui, certains le savent sans doute, est un médecin qui a été victime avec sa famille du bombardement de Nagasaki et qui, quelques semaines après ce bombardement, a pu lui donner du sens. C'est-à-dire a pu montrer que ce qui était advenu pour lui n'était pas un hasard, c'était une catastrophe bien sûr épouvantable avec la mort de dizaines de milliers
notamment de chrétiens qui étaient près de cette cathédrale de Nagasaki et écrasés par la bombe atomique. Le soir même, l'empereur du Japon demande la fin des hostilités. Et ce médecin qui lui-même était radiologue et irradié, qui mourra de ces irradiations, donne publiquement un sens à cet événement dans l'histoire du monde. Le sens qu'il donne à sa mort corrobore ce regard anthropologique différent que nous avons. Non, l'homme n'est pas un loup pour l'homme, il n'est pas simplement mu par ses intérêts personnels, il veut donner du sens à son existence et parfois au prix du sacrifice de son existence. Le fait que Gilles nous livre ce récit à l'aube de sa retraite et dont dont ses proches ne bénéficieront pas au sens de sa présence, je trouve ça a beaucoup de sens de voir comme d'un drame, d'une tragédie, il arrive à donner un sens. Il nous invite donc à nous dépasser et à nous donner finalement. Donc ça, c'est le premier émerveillement que j'ai, à chercher les événements perturbateurs de nos vies qui nous remettent sur le chemin d'un vrai développement intégral de nos personnes. Et puis le deuxième, c'est cette formule de la culture démocratique. Gilles nous dit que le système démocratique peut beaucoup nous décevoir, mais Gilles nous dit non, les choses changent par la culture démocratique, c'est-à-dire par la prise en compte par les personnes, par chacun d'entre nous, de la vie politique à notre hauteur. Dans nos copropriétés, si on est propriétaire, dans nos quartiers, dans nos villages, et donc par cercle concentrique jusqu'à la dimension métapolitique ou internationale qu'il ne négligeait pas. Mais il nous invite donc, au lieu de nous plaindre et de dénigrer les systèmes contestables, à reprendre compétence sur le champ politique à notre hauteur. Et ça, c'est véritablement révolutionnaire, puisque nous sommes appelés à transformer les choses. C'est ce qu'on essaie de faire avec le courant pour une écologie humaine, de nous apprendre à changer à notre hauteur. Et ça, c'est aussi pour moi une source d'émerveillement avec le fameux commun, dont Gilles était un des chantres, fondateur du Collège des communs avec d'autres spécialistes, et en montrant que, contrairement à ce qu'affirmaient des ultralibéraux, les êtres humains peuvent s'agréger et défendre et travailler et valoriser ensemble leur mode de vie, sans tout attendre d'un État centralisé, sans se prendre pour des individus séparés les uns des autres. Voilà. Et ça, c'est aussi une promesse de transformation si nous investissons, comme il le propose dans ce livre, sur les communs. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions expérimenter l'intérêt et les fruits formidables de s'entre-écouter. Et dans ses propositions, en plus de l'enquête sociale, il propose de créer des lieux où les gens puissent s'exprimer sans peur d'être jugés, de manière à ce que chacun puisse mettre des mots. Quand on met des mots sur des ressentis, on est obligé de les structurer, on est obligé de les rendre plus partageables avec les autres. Cette culture de la complexité ou de la démocratie est à créer dès l'école. Parce que les enfants peuvent très bien vivre la démocratie dans leur école. C'est pas le cas, hein, c'est pas le cas, mais ça pourrait être le cas. Et on a besoin d'un apprentissage pour savoir gérer ces lieux d'interaction forte où tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, mais quand même une finalité commune de vivre une qualité de vie ensemble et d'épanouir tous nos potentiels. Une histoire révèle bien, je pense, sa personnalité et le trésor qu'il y a dans son livre. Gilles, un jour, me dit, mais en fait, tu es un chercheur. Et pour moi, un chercheur, c'est quelqu'un qui est estampillé chercheur au CNRS, qui a besoin de subventions pour fonctionner. Sa formule, je l'ai noté ici, c'est que quand la catastrophe est programmée, il faut changer de programme. Donc en fait, il m'a fait changer mes lunettes et il m'a fait réaliser que oui, je n'arrêtais pas de chercher. Donc il considère tout être humain comme un chercheur. Un chercheur de quoi? Au fond, de bien, de vrai, de beau. On est tous, ma formule à moi, de dire des enjoliveurs. On a tous envie d'améliorer le monde. Donc un homme comme Gilles, avec cet essai à travailler, c'est un essai à lire, mais aussi à travailler, nous conduit à chercher les portes de sortie, à chercher ce qu'il appelle, il reprenait la formule, l'exode. Hein. Il faut quitter ce monde où nous sommes comme enfermés, reprendre en main notre destin et aller par un exode sur des chemins qu'on va découvrir en tâtonnant, sans forcément par avance connaître le but, eh bien, devenir ces chercheurs, devenir ces premiers de cordée chacun sur nos chemins individuels. En poursuivant ta pensée, Gilles revoit le statut d'expert. Il dit, des experts, il nous en faut, nous avons besoin de connaissances, mais ces experts doivent changer aussi de lunettes, elles doivent être au service de la population, et non pas
impliquer des solutions qu'elle impose aux populations qui vont vivre la suite, qui vont vivre le changement. Et donc, comme tu disais, il te dit, tu es un chercheur, les paysans d'Olmanie en Biélorussie étaient des experts de leur territoire, nous avons tous besoin d'expertise, mais une expertise qui vienne au service d'un travail de réflexion pour mieux gérer les communs, qui participe à cette réflexion, qui en plus enseigne, donne des connaissances que les gens n'ont pas, mais qui n'en font pas un pouvoir sur le monde, mais au contraire un service. Est-ce que vous avez des conseils sur la façon dont lire ce livre? On a échangé avec Gilles là-dessus. On a tous les deux un conseil marquant, c'est de lire avec un crayon à la main. Et éventuellement de bousiller le livre en écrivant, surlignant, annotant. Mais sérieusement, c'est un livre qui se lit une première fois, peut-être une deuxième. Voilà, c'est pas une lecture paresseuse qui est nécessaire, c'est une lecture engagée. D'aller chercher, puiser dedans, un peu comme un mineur, tel ou tel trésor, telle ou telle phrase, et se laisser bouger aussi par ce qu'il peut dire, s'impliquer. Voilà, ne pas le lire en spectateur, mais en acteur du changement. Moi, je conseille de lire et surtout de relire, et même de re-relire ce livre. Il contient plusieurs livres. Et Gilles Hériard, non seulement décrit ces différentes dimensions, mais décrit les interactions entre ces différentes approches, ces différentes disciplines, etc. Et donc, on est un peu ébloui. La première fois on lit, on dit, oh là là, je vois des choses que je ne voyais pas. Donc, lisez, relisez, paragraphe par paragraphe. Merci Tugdual du travail que tu as fait de mise en forme, parce que ça nous permet d'aller, on retrouve très facilement un paragraphe qui nous intéresse. Par exemple, la définition des communs. Hop, il y a un chapitre sur les communs et on a une définition très précise que je vous invite à méditer parce que j'avais pas une idée assez claire des communs. Voilà un conseil de lecture. Derrière ce livre, c'est la personnalité d'un bon vivant, un homme curieux de tout, qui a vu comment on pouvait transformer les choses avec cette liberté que Gilles Le Cardinal a évoquée au tout début. C'est ça qui me marque le plus, cette liberté de penser. Gilles disait aussi, et c'était pas seulement un trait d'humour, un spécialiste, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur une chose. Bon, c'était pas pour lui, c'est pas quelqu'un de diplômé dans son domaine, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur une chose. Et donc, il nous apprend à nous reconsidérer dans notre humanité intégrale, comme capable de prendre des initiatives, capable de nous relier, capable de transformer le monde. Voilà. Gilles ne prétend pas que l'humanité va s'en sortir. Il affirme qu'elle peut le faire. Voilà. Il nous remet donc devant notre responsabilité, comme ces personnes, vous savez, qui, étant passées près de la mort, ont des vies qui sont complètement transformées. Eh bien, lire ce livre, ça peut aussi nous donner envie de nous transformer et de regarder les choses autrement. Et ça, c'est un trésor. Moi, en lisant ce livre, j'ai revu tout un ensemble de séquences de relations avec Gilles qui m'ont rappelé que des idées que je pensais être les miennes étaient en fait provenaient de Gilles. C'est pas un livre pour dans les années qui viennent, c'est un livre pour 20 ans. C'est un livre qui change notre vision du monde et qui nous redonne confiance dans la possibilité pour les générations à venir d'avoir des belles choses à faire et de faire apparaître, grâce à la complexité, de nouvelles solutions qu'ils vont pouvoir trouver s'ils coopèrent tous ensemble. Est-ce que vous avez un mot ou une phrase de conclusion? Il y a une phrase qui m'a bluffé dans le livre, c'est « Rien de ce que vous faites n'est dérisoire ». Il n'y a pas de petits gestes pour être responsable de notre environnement qui soient dérisoires. Et moi, j'ajouterais au fond au livre une phrase qui n'est pas directement dedans, mais qui était la phrase fétiche de Gilles pendant tout le temps de sa maladie. Il ne cessait de dire, il faut passer d'un monde d'objets à un monde de relations. C'est la synthèse, au fond, de ce testament, au fond, qu'il nous a écrit, en ne négligeant pas les objets, parce que Gilles aimait la bonne chair, les belles choses, etc. Mais de privilégier ces liens entre les choses, de relier ce qui est délié. Et relation avec le reste du vivant, relation avec les autres humains, une relation avec le consentement à la transcendance, hein, sans lequel l'homme est aussi amputé. Voilà, ces triples relations qui sont tellement plus importantes que les objets. Et oui,
Tout ce que tu fais, cher auditeur, n'est pas dérisoire. Alors surtout, rappelle-toi que le monde de demain est dans tes mains. À toi d'en faire un monde aimable. Et si tu veux approfondir ce sujet, tu peux évidemment te procurer dans toute bonne librairie de quartier le livre de Gilles Herrière-Dubreuil, Après les temps modernes, édifier ensemble le monde qui vient. On te remercie évidemment de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, eh bien évidemment n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.écologiehumaine.eu. À bientôt!